Recep Tayyip Erdogan en route donc pour un troisième mandat. Son parti islamo-conservateur, l'AKP, a recueilli près de 50% des suffrages à l'issue des législatives de dimanche. Alors qui est ce Premier ministre turc qui a redressé l'économie de la Turquie mais qui a une vision très conservatrice de la société? Certains l'accusent aujourd'hui de dérive autoritaire. Faut-il en avoir peur? La Turquie est souvent présentée comme un modèle. Eh bien ce modèle n'est-il pas devenu obsolète? Je vous présente nos invités. Nedim Gürsel, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, chercheur au CNRS, auteur de Belle et Rebelle, c'est aux éditions Empreinte, Temps présent, auteur de Belle et Rebelle, Ma France. Vous êtes kurde. En 2009, vous avez été accusé d'incitation à la haine religieuse dans votre roman que je montre d'ailleurs ici, c'est aux éditions du Seuil, et Les filles d'Allah. Et vous avez été finalement acquitté par le tribunal d'Istanbul. C'est en 2009, donc un Recep Tayyip Erdogan qui dirigeait à ce moment-là la Turquie. Emre Demir, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Zaman France. Vous défendez l'AKP qui est le parti donc, de Recep Tayyip Erdogan et qui est accusé aujourd'hui de dérives autoritaires. Vous le défendez, vous nous direz pourquoi. Et puis Ariane Bonzon, bonsoir. Vous êtes journaliste à Slate.fr, spécialiste de politique étrangère. Vous étiez en poste à Istanbul et vous avez écrit récemment de nombreux articles sur la Turquie. Et puis nous serons tout à l'heure en direct d'Istanbul avec le correspondant de Radio France Internationale, Jérôme Bastion. Troisième victoire donc pour Recep Tayyip Erdogan, qui est le Premier ministre turc au pouvoir depuis 9 ans maintenant. Quel est son parcours? Tout de suite, le récit de Valentine Aubertier et de Christophe Dansette. Recep Tayyip Erdogan, un personnage charismatique mais controversé, à la carrière politique émaillée de coups d'éclat. D'abord, ce discours en 1997, lors duquel Erdogan, alors maire d'Istanbul, cite un poème aux connotations islamistes. Les minarets seront nos baïonnettes, les mosquées nos casernes et les croyants nos soldats, dit-il. Une tirade qui lui vaut une condamnation à 4 mois d'emprisonnement pour incitation à la haine. À sa sortie, Erdogan s'adoucit. Il fonde l'AKP en 2001 et remporte les législatives de 2002 et de 2007 en se présentant comme un démocrate conservateur. Aujourd'hui, s'il suscite toujours la méfiance, cela dépasse son orientation religieuse. Pendant les élections de 2007, on disait « Oh, l'AKP a un projet secret, ils veulent imposer la charia ». On ne dit plus ça du tout aujourd'hui. On a laissé le fondamentalisme de côté. Maintenant, on dit qu'il devient autoritaire et que ça devient une sorte de fascisme civil. Sur le plan international, sa réussite, c'est d'avoir obtenu l'ouverture de négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Son coup d'éclat, c'est cette altercation en 2009 avec Shimon Peres au Forum économique de Davos. Erdogan veut répondre au président israélien sur l'offensive à Gaza, mais il est interrompu et claque la porte. Dernière prise d'opposition marquante la semaine dernière face à un pays traditionnellement ami, la Syrie. Il dénonce ce qu'il appelle les atrocités commises par Damas contre les opposants syriens qui fuient en Turquie et répète que les frontières resteront ouvertes pour les accueillir. Dans son pays, cependant, il qualifie régulièrement les manifestants antigouvernementaux de bandits et ne s'oppose pas à l'arrestation de journalistes. Nedim Gürsel, je le disais, vous avez été dans la ligne du mire du régime pour cet ouvrage, Les filles d'Allah. Qui est ce Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan? Est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai démocrate ou est-ce que c'est un homme aujourd'hui aux dérives autoritaires et qui pourrait un jour devenir un despote? Écoutez, les deux thèmes que nous avons entendus tout à l'heure sont justes, c'est-à-dire un leader charismatique, certes, mais aussi controversé. Je suis très tenté en tant que romancier de faire son portrait, c'est ce que j'ai essayé. Ça va paraître demain dans Libération. Alors, Recep Tayyip Erdogan est un leader charismatique, mais en même temps, ceci pourrait paraître paradoxal, pas tout à fait un leader démocratique, qui a dans sa vision, dans son être, la démocratie. Mais paradoxalement, pendant ces années au pouvoir, il a fait avancer la démocratie tout en rapprochant la Turquie de l'Union européenne. Mais maintenant, je vois qu'il y a quand même un problème, car la liberté d'expression en Turquie, qui est une des valeurs fondamentales de l'Union européenne, est menacée. Il y a des journalistes en prison. Il y a à peine 2 jours, il a porté plainte personnellement à l'encontre d'un romancier et journaliste, Ahmet Altan, pour demander sa condamnation à prison.
Alors je crois qu'il faut maintenant nuancer notre approche par rapport à ces valeurs démocratiques. Cela dit, il est populiste. D'ailleurs, ce discours du balcon le montre très bien. Le contenu de son discours était plutôt positif car il a dit qu'il allait chercher un consensus pour préparer la nouvelle constitution. Mais durant la campagne électorale, ce n'était pas du tout ce discours-là qu'il a tenu. Au contraire, il a dit qu'il n'y aurait pas besoin des référendums s'il avait au Parlement plus de 367 sièges. Donc ce qui montre que, heureusement, ces résultats ne lui permettent pas cette dérive autoritaire, mais moi je pense qu'il y a toujours ce risque. Emre Demir, vous défendez l'AKP, hein, vous soutenez le parti de Recep Tayyip Erdogan, pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Demir Gürzel? Est-ce qu'il y a des dérives aujourd'hui autoritaires? On parle d'arrestation de journalistes, de procès en cours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, les craintes de censure en Turquie, surtout après l'arrestation de Nedim Şener et Ahmet Şık, deux journalistes, sont compréhensibles. Mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi l'autre côté. Il y a un problème de liberté de la presse en Turquie. Il y a 4000 procès en fait en cours en Turquie envers les journalistes, surtout les journalistes. Mais ces pressions-là ne sont pas exercées par le gouvernement, mais par le militaire et les magistrature. Et donc, les journalistes qui sont en train de, arrêtés ou soit prosécutés, donc ils ont plutôt Ergenekon est plutôt connu pour ses opinions envers le régime kémaliste, envers le régime des militaires. Donc, les pressions exercées par l'armée et les magistratures est beaucoup plus importante que le gouvernement. Il y a les arrestations dont on a parlé de journalistes, mais il y a aussi tout un discours, par exemple, autour de la femme, sur le port du voile notamment, sur le fait que la femme doit avoir 3 enfants. Il y a un discours quand même très, très conservateur maintenant qu'on entend de la part du Premier ministre turc. Je dois ajouter qu'à une époque, quand même, il a proposé de punir l'adultère. Ça aussi. Le projet de loi a été retiré parce qu'il y a eu une telle protestation. Donc pour moi, c'est un personnage énigmatique, intéressant du point de vue du romancier que je suis à analyser, mais nous verrons bien comment il va évoluer. Ariane Bonzon, est-ce qu'il y a un objectif islamiste caché? Parce que quand on parle de Recep Tayyip Erdogan, on pense toujours à ça. C'est ça qui me pose un peu problème. C'est que jusqu'en 2007, c'était l'agenda islamiste caché. On accusait ce gouvernement AKP de vouloir appliquer la charia, de vouloir installer un régime à l'iranienne. Bon, maintenant on n'en parle plus. Visiblement, c'est bon. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un nouveau procès d'intention que d'accuser M. Erdogan de dérive autocratique? Alors, c'est vrai que c'est un homme autoritaire, c'est vrai que ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir et qu'on a rarement vu un homme politique au pouvoir pendant tant d'années devenir plus libéral ou plus démocrate qu'il ne l'était au début. C'est vrai aussi qu'il a maintenant la volonté il a réussi, si vous voulez, à polariser un peu la société dans la mesure où cette Turquie réelle, qui n'était pas représentée avant, est enfin présente là. Donc il est légitimé et renforcé par cette Turquie qui lui ressemble beaucoup, en tout cas cette Turquie qui se retrouve en elle. D'ailleurs, sans doute est-il autoritaire, mais il a été applaudi. Enfin, le résultat des élections, visiblement, ça pose pas tellement de problèmes, cet autoritarisme. Parce que, il faut quand même le dire, et Nedim ne me contrera pas, il y a une tradition autoritaire en Turquie. C'est vrai, mais j'irai un peu dans ton sens, car il a aussi mis fin à la tutelle de l'armée, ce qui était une bonne chose pour la démocratisation du pays. Mais l'armée qui était quand même garante de la laïcité, hein. Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé, je pense que Nedim, comme beaucoup d'intellectuels, ont un peu fermé les yeux sur l'aspect plus discutable de Tayyip Erdogan parce que les intellectuels étaient des alliés objectifs d'Erdogan quand il a démantelé l'armée. Enfin, quand il a essayé de renvoyer l'armée. Maintenant que c'est fait, ces intellectuels disent, bon, bah maintenant, ça y est, ce boulot est fait, on va exiger de lui
ce qu'on exige de n'importe quel démocrate, si vous voulez. Au début, il y avait, je pense qu'il y a une exigence qui est passée à un degré au-dessus, et c'est très bien pour la démocratie. Alors, dérive autoritaire, notamment pour avoir, il a été caricaturé, hein, il y a une tête de chat, on va d'ailleurs voir cette caricature, Recep Tayyip Erdogan, donc, qui a été caricaturé par Mousa Kart, qui est un caricaturiste d'un quotidien de gauche. Et bien, ce caricaturiste, pour cette caricature que vous découvrez ici à l'écran, a été condamné en 2004 à une amende d'environ 3 000 euros. Donc, lorsqu'on parle de dérive autoritaire, en voici un exemple. Ariane Bonzon, vous dites, vous avez publié un papier justement sur Slate.fr là il y a quelques jours, vous dites que c'est un tribun, c'est quelqu'un de très calculateur qui sait jouer sur toutes les cordes. Ça veut dire qu'il faut s'en méfier ? Il faut s'en méfier, il faut se méfier de tous les hommes politiques. Hein, je veux dire, bon, je crois que sa force, au contraire, c'est de passer, si vous voulez, d'un registre à l'autre et de pouvoir parler aussi bien aux Turcs de la rue qu'à un homme d'affaires d'Anatolie. Enfin, ça, c'est quand même et aux femmes aussi. Moi, je dirais que si vous voulez, Tayyip Erdogan, et c'est pour ça que il est apprécié aussi dans le monde arabe. Les femmes votent pour lui ? Les femmes votent pour lui. Alors qu'il les encourage sûr. À porter le voile. Alors, il leur demande d'avoir 3 enfants, mais femmes, il y a un certain nombre de femmes qui sont extrêmement contentes d'avoir plus de liberté pour porter le voile en Turquie. C'est pas, ça n'est. 60% en fait. Pardon. 60% des femmes sont voilées en Turquie en fait. Il faut. Voilà, bon, mais par exemple, les femmes adhèrent à l'idée de porter par exemple le voile à l'université, même si c'est pas encore dans la loi, c'est dans les faits. Il y a des femmes maintenant qui vont. Oui, dans les faits. En fait, il faut aussi dire que le nombre de femmes députées dans son parti est très très peu par rapport, par exemple, aux femmes députées du Parti républicain du peuple, du CHP. Et il vient de supprimer le ministère chargé de la femme. Il l'a fait quelques jours avant l'élection, peut-être. Et ça servait à quoi ce ministère chargé de la femme ? À défendre la cause de... Parce que à le défendre la cause de la femme. Oui. C'est pas très bon signe, donc, s'il l'a supprimé. Il a toujours été très critiqué par les féministes au sein de l'AKP. Il va peut-être le remplacer par autre chose, mais déjà l'appellation apparemment le gênait. On va rejoindre, si vous le voulez bien, Jérôme Bastion à Istanbul. Jérôme, comment expliquer la popularité de ce parti et la popularité de ce Premier ministre Recep Tayyip Erdogan ? La popularité de M. Erdogan, c'est tout simplement parce que c'est un homme du peuple. Il a grandi à Kasım Paşa, dans un petit quartier très populaire. Il est issu d'une famille très modeste, une famille immigrée de la mer Noire, qui elle-même venait de Géorgie. Et donc, il le disait encore il y a quelques jours dans son grand meeting à Istanbul, lui, il est près des gens du peuple, les petits vendeurs des rues, les petits travailleurs. Lui-même a vendu des petits pains dans les rues quand il était jeune enfant pour aider sa famille à subsister. Donc, c'est vraiment un homme de la rue, un homme du peuple qui aime bien se retrouver au milieu des foules et qui parle très facilement. Il est très à l'aise avec ces gens-là. Ça, c'est pour la popularité de M. Erdogan lui-même. Et comme l'identité de l'AKP s'identifie beaucoup justement à la personnalité de M. Erdogan, c'est vrai qu'il représente toute une classe sociale, on peut dire, qui était jusque-là très marginale en Turquie. Pas forcément des pauvres, mais en tout cas des gens qui n'étaient pas intégrés au système, des Anatoliens la plupart du temps. Et donc, venant de cette couche sociale-là, ils ont eu un contact beaucoup plus facile avec une couche beaucoup plus large de la population que l'ancienne nomenclatura, on va dire, laïque, bourgeoise, éduquée, laïque, trop laïque peut-être, le CHP par exemple. Voilà, donc c'est vraiment 2 classes sociales très très différentes et c'est une relève, c'est littéralement une nouvelle classe sociale qui est apparue et qui a pris le pouvoir en 2002, quand l'AKP a gagné pour la première fois. Emre Demir, il va réformer la Constitution, en tout cas c'est son souhait. Quel va être l'objectif de cette réforme? C'est de mettre en place un régime présidentiel taillé sur mesure pour la prochaine présidentielle. On dit qu'il se présentera sans doute. Le projet sur le régime présidentiel est mort, à mon avis, après ces élections-là. Donc c'est très difficile de... Mort pourquoi? Parce qu'il n'a pas la majorité absolue. Voilà, exactement. Mais il peut peut-être trouver des alliés, notamment peut-être les nationalistes. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Pour une nouvelle constitution, c'est possible. Mais pour un régime présidentiel, je pense que c'est très difficile de trouver des alliés pour adopter ce régime présidentiel. Donc apparemment, c'est à la profit d'Erdogan, de Monsieur le Premier ministre. Donc je pense que ce serait difficile de trouver des alliés pour adapter. Donc vous pensez que le projet est mort? Oui. D'autant plus qu'il n'y a pas unanimité au sein de l'AKP pour un régime présidentiel.
Mais il y a quand même une consensus sur une nouvelle constitution en fait dans tous les partis. Et notamment concernant la nouvelle constitution, est-ce que donc cette notion de laïcité qui est vraiment un peu la spécificité de ce modèle turc, est-ce que la laïcité va être retirée de la constitution? Est-ce qu'on peut l'envisager s'il y a une réforme constitutionnelle? Non, je ne pense pas du tout. Écoutez, il n'y a pas cette volonté-là, en tout cas. Oui, oui. Peut-être il faut qu'on change les optiques. On reste souvent, il faut dépasser cette dichotomie entre la laïcité et l'islamisme. Donc la Turquie, tout ce qui se passe en Turquie, c'est très différent de ça. Il n'y a pas une discussion entre les islamistes et la laïcité. Donc c'est un problème qui est commencé par un nouvel phénomène, des nouveaux éléments en Anatolie, la nouvelle bourgeoisie plutôt conservateur en Anatolie. Donc l'Erdogan et son parti est une conséquence de cette transformation de la société. Avant, il y avait un régime kémaliste appuyé par le militaire, et donc c'était un régime beaucoup plus autoritaire que ça. Et donc il y a de nouveaux arrivants, donc il y a une certaine... L'AKP est un vecteur de démocratisation dans la société depuis une décennie. Ariane Bozo, excusez-moi, mais c'est ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le régime avant, c'était pas du tout la grande liberté. La liberté de la presse, le régime militaire. Alors évidemment, on a une attente de la part de Erdogan, de l'AKP, parce qu'ils ont fait beaucoup de réformes et qu'on aimerait et qui sont un peu vite arrêtés. Mais le régime avant Erdogan, c'était pas vraiment une partie de plaisir. Hein. Donc il ne faut pas oublier d'où on vient. Mais cette armée garantissait la laïcité, en tout cas. Oui, comme Moubarak en Égypte et comme Ben Ali en Tunisie, ils ont été des remparts contre l'islamisme. Donc il faut arrêter de cette façon de penser, en fait. Donc le régime laïque en Turquie, appuyé par des militaires, c'était un régime autoritaire et plutôt dictatorial, en fait. Donc, Nedim Gürsel, est-ce que vous pensez qu'il y a une islamisation aujourd'hui de la société turque? Non, mais d'abord, je dirais, moi, en ce qui concerne la liberté, parce que les libertés démocratiques, il est vrai qu'il y a eu, dans l'histoire récente de la Turquie, 3 coups d'État militaires, mais il y a eu aussi des périodes où il y avait beaucoup plus de liberté que maintenant. Entre les années 1965 et 1971, par exemple, j'étais lycéen et puis après étudiant, il y a eu l'impact du mouvement étudiant en Turquie en mai 68. Le premier ministre était Süleyman Demirel et son slogan c'était « Les rues ne s'usent pas en marchant ». Aujourd'hui, quand on proteste, M. Erdogan, on reçoit soit un gaz lacrymogène, soit un mandat du procureur de la République qui vous convoque au tribunal. Donc vous êtes inquiet quand même, Nedim Gürsel, hein? Écoutez, on ne peut pas dire que... c'est-à-dire, il y a dans la tradition turque, depuis la fondation de la République de Turquie, une tendance à l'autocratie, à l'autoritarisme, qui vient, enfin, il serait long à expliquer ici, mais disons de la tradition kémaliste. Mais la Turquie a connu, malgré cela, des périodes, quand même, peut-être très courtes, hélas, de démocratie, comme je l'ai dit. Maintenant, on va voir, vu les résultats des élections, ce risque de dérive autoritaire est quelque peu diminué, parce que l'AKP n'a pas obtenu, comme il le souhaitait, 330 sièges. Il a la majorité, mais il n'a pas suffisamment de députés pour faire lui-même la Constitution. Et j'espère qu'il y aura un consensus et que la nouvelle Constitution sera une Constitution digne de ce nom, c'est-à-dire une Constitution nouvelle, démocratique, qui conviendrait à un pays candidat à l'Union européenne. On va en parler. On fait une pause. On se retrouve pour la deuxième partie du débat consacré donc ce soir à la Turquie après la victoire aux législatives de l'AKP, le parti islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdogan. On parlera notamment du rôle régional que joue la Turquie, un rôle de premier plan. Par ailleurs, la Turquie, vous le savez, a été souvent citée comme modèle. Ce modèle peut-il s'appliquer aujourd'hui aux pays arabes en pleine mutation? Eh bien, nous poserons la question à nos invités. À tout de suite.